Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international en direct de Al 24 News. Prolongée de 2 jours, la trêve permettra-t-elle de libérer plus de prisonniers? C'est la question qu'on se pose. Les habitants de Khan Younes espèrent en tous les cas une prolongation de la trêve. L'un des camps des réfugiés, il faut le rappeler, le plus touché par les bombardements sionistes. Des milliers de morts partis en martyrs à Gaza pour justement permettre à leurs frères en Cisjordanie de renouer avec la lumière du jour. Ces prisonniers palestiniens libérés après des années de détention, des enfants et des femmes, et quelques hommes, très peu d'ailleurs, sont sortis complètement meurtris, amnésiques, et ont perdu leur mémoire et la fleur de leur âge par des années de détention, en isolation, réduits à l'état animal. De l'autre côté, des otages, des captifs heureux, propres, en bonne santé et surtout souriants. Nul besoin donc d'en rajouter davantage. Ces libérations ont démontré qui des deux parties incarne au mieux la notion d'animaux humains. Retour aujourd'hui sur ces 5 jours de trêve et surtout sur l'importance sur la suite ou leur importance sur la suite des événements. Nous en parlons ce soir avec beaucoup de plaisir avec nos invités que nous découvrirons tout de suite. Alors, nous avons pour commencer Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et nous avons bien sûr Ahmed Frassini, journaliste et président du Club des Palestiniens. Ahmed Frassini, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Alors, merci, bonsoir à vous. Alors, pour commencer, Gamal Abina, 2 jours de prolongation après les 4 jours qui étaient convenus. Donc, quel constat peut-on faire aujourd'hui? Est-ce que ces 5 jours sont suffisants? Est-ce qu'ils vont permettre la libération de plus d'otages ou de captifs et de prisonniers surtout? On peut penser, oui, effectivement, il faut juste rappeler qu'au démarrage de la guerre, il n'était pas question d'une pause ou d'un arrêt ou même d'un cessez-le-feu provisoire. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement sioniste a compris qu'il y avait une résistance assez farouche en face, des gens déterminés qui n'abandonneraient évidemment pas le combat. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas détruire la moitié de Gaza de façon en toute impunité sans que ce soit visible, même s'ils ont essayé de la censure. Et surtout, ils ont compris que leur rapport de force, alors qu'ils avaient démarré la guerre en disant qu'ils allaient éradiquer le Hamas, il faut le rappeler, aujourd'hui, ils ne disent plus cela. Ils ont été capables de discuter, en passant par le Qatar et l'Égypte, d'une négociation pour libérer par partie les otages ou les prisonniers, parce qu'il y a aussi des militaires qui ont été pris. Et de l'autre côté, effectivement, du côté sioniste, il y a 8000 Palestiniens qui sont pris en otage de la partie sioniste et qui sont considérés comme des prisonniers alors qu'il n'y a pas de loi pour cela, ça reste une terre occupée. Et donc, effectivement, de l'autre côté, il y a une négociation. Mais ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que ça arrange évidemment le Hamas qui a réussi un coup assez formidable sur le plan politique, et ça arrange évidemment Israël qui a besoin pour sa population de calmer le jeu, de dire qu'on va arrêter de tirer à tout va, de détruire massivement des immeubles parce qu'on tue nous-mêmes nos propres ressortissants qui sont pris de l'autre côté. Donc ces questions-là, effectivement, d'échange et de négociation quasiment de marchand de tapis, on peut le dire, ont démontré 2 choses, c'est la faiblesse de la partie israélienne et effectivement le coup de maître de la partie palestinienne. Ahmed Frassini, alors il a fallu combien de morts donc à Gaza? 15 000 morts, martyrs, partis en martyrs, et on ne compte pas les blessés. Et on ne compte pas non plus les femmes et les enfants qui sont donc partis lors de ces bombardements. Pour la libération une sorte de marchandage, de la libération de certains prisonniers en Cisjordanie. Il y a quand même un lourd tribut qui pourrait peut-être gâcher cette joie de voir ces prisonniers libérés, mais rien n'empêche non plus qu'il y ait cette joie de voir des prisonniers qui ont fait 20 ans, de voir des enfants qui sont rentrés à 8 ans, qui ressortent à 13 ans ou 15 ans. Ça aussi, c'est très douloureux. Non, oui, en fait, le prix qu'on a payé déjà comme Palestiniens, c'est pas exactement pour libérer les centaines de prisonniers palestiniens, en fait. C'est l'avantage, normalement, par cette guerre, on doit avoir encore et après. C'est pas vrai que, par exemple, toutes les démarches de résistance palestinienne pour seulement libérer les prisonniers. Les prisonniers, en fait, cette année, on a eu
millions de cas de prisonniers palestiniens à la prison israélienne. Millions de cas. Ça veut dire que génération après génération, on vit cette expérience. Quasi tous les Palestiniens qui sont en Cisjordanie, Gaza ou Jérusalem, on vit cette expérience horrible. Et même malheureusement, le monde ne veut pas même voir cette situation. Et même maintenant, avec l'échange des otages contre les prisonniers, enfants et femmes, et plusieurs médias en Europe, par exemple, même ils ne parlent pas de ça. Ils sont obligés aujourd'hui, parce que c'est déjà un effet, et je suis content enfin qu'on parle des prisonniers palestiniens, on peut écouter quelques histoires de ces enfants. Moi-même, j'ai vécu cette expérience quand j'avais 12 ans et j'étais à la prison pendant des semaines. Il n'y a personne qui voulait m'écouter, il n'y a personne qui voulait même c'était lourd pour l'intelligence d'être humain en Europe d'imaginer l'histoire. Mais maintenant, c'est déjà un effet et c'est une des positives de cette histoire des otages. Parce que le monde, jusqu'à, par exemple, il y a une semaine, ils ont parlé des otages, mais ils ne sont pas posé même la question pourquoi la résistance palestinienne prend en otage ces gens-là, pour quel but. Aujourd'hui, je vois que c'est une solution temporaire pour un certain niveau de conflit, mais ce n'est pas tout. Il ne doit pas arrêter, la situation ne doit pas arrêter là. Même arrêter le feu aujourd'hui, arrêter cette guerre aujourd'hui à ce stade-là, ce sera pas... Oui, c'est un type de victoire, mais type de victoire, je veux dire, temporaire pour la situation actuelle. Mais aujourd'hui, avec les cartes fortes, je suis encore là? Oui, allez-y, je ne voulais pas vous interrompre. Hein. Oui, monsieur, oui, allez-y, monsieur Frassini, oui, allez-y. Désolé. Oui, c'est les cartes gagnantes qu'on a aujourd'hui avec la résistance, avec les actions pro-palestiniennes au monde. Et enfin, le monde nous écoute. On doit aller plus loin que les prisonniers, même plus loin de cesser le feu à Gaza. Et on doit utiliser le moment vraiment pour aller encore plus loin, pour une solution plus sérieuse au niveau du conflit israélo-palestinien. Oui, en tout cas, c'est l'objectif, semblerait-il. Gamal Abina, alors il y a eu quand même, les images se sont focalisées sur la libération de part et d'autre. On a vu donc les captifs ou les otages, appelons-le, je ne sais pas, comment pourrait-on l'appeler, parce que je ne suis pas très, très d'accord sur cette histoire d'otages. Et il y a ces prisonniers palestiniens qui ont été libérés. Et on voit donc une sorte de dichotomie, de différence. Il y a une grande différence. D'abord, personne n'a été choqué par le fait qu'il y a des enfants qui ont été libérés de prison. Ce sont des prisonniers, c'est-à-dire ce sont des enfants qui sont sortis adolescents à l'âge de 15 ans ou de 16 ans, on les a vus. C'est des enfants, c'est des regards complètement perdus. Et personne ne s'est offusqué que ce soit des enfants qui soient libérés. Personne ne s'est offusqué que ce soit des enfants qui étaient en prison. Par contre, on s'offusque parce qu'il y a eu des captifs l'espace de 40 jours qui ont été pris entre les mains du Hamas. Drôle quand même de conception, n'est-ce pas, Gamal? Simplement, il ne faut jamais perdre la dimension racialiste et raciste de la perception qu'on a des Orientaux. Depuis les croisades, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. On massacrait à tort de façon massive, quel que soit d'ailleurs le type de personnes qui étaient tuées, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives. Ça n'a posé aucun problème aux croisés pour tuer des Arabes au Moyen-Orient, parce qu'il y a une perception vraiment de rapport de race qui est très évident. Si d'un côté on pleure par identification parce qu'ils semblent vous ressembler, les Européens, ils ont fait prisonniers par le Hamas, et que de l'autre côté, on trouve normal de traiter comme des animaux des Palestiniens qui sont des êtres humains mais qu'on ne veut pas respecter, eh bien on oublie deux choses. La première, les Palestiniens sont un peuple normal, constitué normalement, et une des plus grandes élites du monde arabe. C'est le peuple le plus éduqué, on a tendance à l'oublier. Tous les Palestiniens ont un cursus scolaire extrêmement élevé, vont à la fac, parlent français, anglais, italien, toutes les langues, et surtout tous les Palestiniens très souvent ont poussé l'éducation à un niveau extrême parce que précisément on leur avait volé leur seule richesse qu'ils avaient, qui était la terre. Donc
cette façon de voir les Palestiniens comme des animaux, qui est d'ailleurs une idéologie très ancrée, hein. On diabolise toujours la personne, on animalise, hein. On a vu, c'est la façon dont ils ont écrasé les Africains, les Arabes en général, et on leur retire leur humanité pour pouvoir mieux les massacrer. Donc c'est vrai que des enfants palestiniens ne sont pas perçus de la même façon que les enfants sionistes. Parce que d'un côté, vous avez des enfants sionistes qui sont identifiables à l'Occident, vu que très souvent ils viennent d'Occident, et de l'autre côté, ils ne sont pas identifiables, on ne va pas les pleurer. Donc cette perception-là dit des choses sur le traitement effectivement racialiste. On peut parler de racisme, hein, clairement. D'un côté, d'un parti pris évident en faveur de la partie sioniste contre les Palestiniens qui luttent avec âpreté. Je rappelle quand même que c'est pas juste le Hamas qui lutte, c'est toutes les factions palestiniennes qui se sont mises d'accord pour enfin déclencher ce conflit et faire en sorte de faire avancer les questions. Et ce qui est raté sur la propagande occidentale, c'est que les peuples du monde entier voient aujourd'hui qu'il y a un peuple martyrisé et qu'il y a un peuple qui a les moyens de les écraser et de les martyriser plus encore. Donc la bataille sur le plan idéologique est perdue, la bataille sur le plan sémantique est perdue. On voit bien le traitement d'ailleurs qu'ont les prisonniers du côté Hamas ou les otages, on va choisir le mot qu'on veut. Il y a une guerre tout de même, il faut le rappeler, donc otage c'est plutôt un rapport de voyoucratie, en aucun cas un rapport de guerre, mais bon, disons otages pour leur faire plaisir. Eh bien ils ont été bien traités, ils ont été nourris avec les moyens du mort, mais ils ont été bien traités, preuve en est, ils partent en saluant. Du côté palestinien, il n'y a pas de salutation, ils ont été torturés, massacrés, humiliés, et j'en veux pour preuve, pour prendre un exemple très illustre qui parle à tous les arabo-musulmans, Salahuddin Ayyubid, lorsqu'il va reprendre Jérusalem après avoir vu Jérusalem massacrée, torturée, détruite massivement dans ses populations, il refuse à ses généraux la volonté de se venger. Il leur dit pas un homme et pas un arbre ne va être retiré. C'est vous dire un peu la noblesse des uns et la barbarie des autres. Voilà, vous avez tout dit, Gamal Abina. Messieurs, je vous propose d'abord de voir ensemble ce sujet signé Naila Aït Hamouda pour revenir donc juste après au débat. Gaza sent le bruit des bombes depuis 5 jours. 2 jours de trêve supplémentaire. Un compromis a été trouvé. Le Hamas et l'entité sioniste sont tombés d'accord pour la prolonger jusqu'à jeudi, 7h heure locale, alors qu'elle était censée expirer aujourd'hui. Les termes de l'accord restent les mêmes. Cette prolongation permettra de libérer environ 60 prisonniers palestiniens supplémentaires et 20 détenus sionistes, soit un ratio d'une vie pour 3, comme ce fut le cas les jours précédents. Concernant le nombre estimé d'otages, nous avons entendu des estimations provenant d'autres sources, notamment le Hamas d'un côté, Israël de l'autre, mais nous ne pouvons rien garantir pour le moment. Nous ne pouvons valider aucun de ces chiffres. Ce que nous pouvons valider, ou du moins dire avec une certaine certitude, c'est que nous disposons d'un nombre supplémentaire de 20 otages prêts à être libérés dans les 48 heures. Je ne peux avancer aucun autre chiffre pour le moment. Cependant, ces 4 jours ont été utilisés pour augmenter le nombre d'otages identifiés par le Hamas. Et nous avons donc atteint ce nombre de 20. Nous espérons que dans les prochaines 48 heures, nous recevrons plus d'informations du Hamas concernant le reste des otages. Le Qatar se concentre sur le maintien de la trêve le plus longtemps possible. Et l'idéal est d'avoir des trêves suivies de nouvelles tractations et éventuellement mettre fin à ce génocide par la mise en place d'un cessez-le-feu permanent. En ce qui concerne ce sur quoi nous travaillerons dans les prochaines 48 heures, notre objectif principal en ce moment est bien sûr, et nous l'espérons, de parvenir à une trêve durable qui conduirait à de nouvelles négociations et éventuellement à mettre fin à cette situation de violence, cette guerre. Et nous avons toujours dit que nous avions besoin de l'impulsion de l'ensemble de la communauté internationale pour garantir que cela se produise. La prolongation de cette trêve de 48 heures permettra également l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique. Et malgré les violations de la trêve par l'entité sioniste, celles-ci n'ont pas porté atteinte à l'essence de l'accord en cours. Au total, 150 prisonniers palestiniens libérés au cours des 4 derniers jours, contre 69 côté sioniste. Très bien, donc c'était un sujet signé Naila Aït Hamouda. Ahmed Frassini, est-ce que une paix durable est envisageable vu que nous allons de prolongation en prolongation, ou est-ce qu'il ne faut pas trop compter là-dessus? Mais écoutez, tout ce qu'il propose pour l'instant, c'est la solution de 2 États.
Et c'est vrai que nous, les Palestiniens, on n'a pas aucune confiance, même aux Européens, aux Américains, quand ils parlent de ça. Et la situation sur la terre en Palestine, il prouve qu'il y a aucune possibilité aujourd'hui pour une solution de deux États. Alors, moi-même, c'est que je pense que, voilà, aujourd'hui, c'est pas assez de venir et dire, voilà, on vous propose la solution magique de deux États et on arrête la guerre. C'est l'injustice parce que il faut aujourd'hui, je propose, j'invite vraiment à ce qu'il vienne avec cette solution de traduire leur comment dire, discours sur la réalité, dans la réalité en Palestine. Par exemple, le passage entre Gaza et Cisjordanie, entre Cisjordanie et Jérusalem, tout ça, c'est coupé. Aucun. Alors, de quel État on parle? Si on parle de l'État palestinien, sur quelle terre? Avec tous les colonies, avec plus de 800 000 colons en Cisjordanie, avec tous les checkpoints, avec aucun, il n'y a pas d'économie palestinienne, c'est pas clair sur quelle terre ce sera cet État. Alors, c'est le rôle aujourd'hui de la communauté internationale qui vient avec la solution de nouveau Deux États? deux États. Oui, c'est de réaliser quelque chose sur Terre. C'est à eux de prouver qu'il y a quelque chose de sérieux. C'est assez pour les Palestiniens de 30 ans, plus que 30 ans, d'entendre ça. Et sur Terre, on est en train de perdre avec chaque année. Oui. Plus en plus, et il n'y a aucune chose qui motive les Palestiniens maintenant en Palestine qu'il y aura une solution de paix. Alors, je trouve tous les discours de Borrell ou de Van der Leyen ou des Américains ou des Arabes même, qu'il y a quelque chose de sérieux. Maintenant, arrêter la guerre avec une solution qui est très loin comme la solution de deux États, c'est quelque chose qui est simplement pour mettre de l'anesthésie sur la blessure des Palestiniens. En tous les cas, Ahmed Frassini, personne pour l'instant ne parle de solution à deux États. Ça, c'est sûr. On parle que de la reprise des bombardements une fois que la trêve sera donc finie. Et bien sûr, même sur le plan humanitaire, l'aide qui rentre à Gaza n'est pas suffisante. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'entité sioniste a enfreint à plusieurs reprises justement la trêve. Et il y a eu effectivement des violations ou des tentatives en tous les cas. Comment peut-on lire ceci, Gamal Abina? Simplement un signe de désespoir. En vérité, il faut prendre les choses avec un peu de recul. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de morts. Hein. Ils ont tué à peu près 20 000 Palestiniens, entre blessés et tués, parce qu'on n'a pas encore le décompte des morts sous les décombres. Ça correspond en gros à ce qu'ils ont assassiné au Liban quand ils ont fait la guerre en 82 avec leur opération Paix en Galilée. Ils avaient tué 100 000 Libanais à Beyrouth. Il ne faut jamais oublier que le principe sioniste, c'est de bombarder massivement, un petit peu tapis bombe américaine, pour massacrer le plus de monde. Mais dans les faits, leur système de sécurité, leur renseignement qui était absolument nullissime, ils se vantaient beaucoup d'avoir les meilleurs renseignements au monde, c'est pas le cas. Dans les faits, ils ont démontré deux choses, la faiblesse de leur sécurité, la faiblesse de leur technologie qui devait être soi-disant très arrogante et réussirait à tout barrer, toute attaque possible, que ce soit des missiles ou même des combattants au sol. Tout cela a été invalidé immédiatement et surtout, ils ont démontré qu'ils étaient des gens qui n'étaient pas épris de justice, ça ne les intéresse pas. Il y a un rapport de domination militaire et ça leur donnait l'impression d'avoir une suprématie absolue sur toutes les armées arabes et sur les combattants, les petits combattants entre guillemets palestiniens, parce que ça reste quand même que des gens peu équipés. Eh bien, ils ont été mis en échec par des fédayines, ce qui veut dire que si jamais il devait y avoir un nouveau conflit un jour ouvert avec un pays arabe ou avec une faction plus importante, le risque serait quasiment vital. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la partie sioniste et de la partie israélienne en l'occurrence, que leur gouvernement d'extrême droite est raciste, on le savait déjà, mais surtout qu'il était incapable de leur apporter la sécurité dont il leur avait vanté les qualités. Ils occupent toujours le Golan libanais, syrien, excusez-moi. Syrien, oui. Ils occupent tous les territoires palestiniens et il y a effectivement une problématique. On parle de deux États.
Mandela a choisi de faire un seul État en Afrique du Sud. Je pense que c'est la seule solution sérieuse. Deux États ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des colonies partout, ça infeste littéralement la Palestine, parce que de toute façon, on leur a volé leur territoire. En 1947, ils avaient déjà que 44%, aujourd'hui, ils sont à moins de 17%. Donc, c'est des chiffres vraiment marginaux, parce qu'on refuse le retour des réfugiés, qui sont aussi, il faut le rappeler, chez eux, qu'on le veuille ou non, et surtout parce que Israël se croit surpuissante. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, je pense que le prochain gouvernement qui sera mis en place va recevoir des pressions considérables de sa propre population, en plus des populations à l'international, en plus des gouvernements internationaux. Ils vont se dire, on ne va pas continuer comme ça, c'est pas possible. 75 ans d'injustice, pratiquement 100 ans de guerre sans discontinuer, parce qu'avant la création d'Israël, il y avait déjà les guerres, il y avait déjà les conflits, il y avait déjà Zine Qassam qui combattait contre les sionistes. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, la question de deux États est une farce qu'on nous avait vendue en 93 qui n'est pas aboutie. La question du plan de partage de 47 était une farce, parce que de toute façon, le territoire était morcelé déjà à ce moment-là, mais il y avait au moins un continuum territorial. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est morcelé au possible. C'est deux grands territoires séparés, Gaza d'un côté, la Cisjordanie de l'autre, avec Jérusalem qui est occupée. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense que la question des deux États est juste une farce pour nous endormir, mais qu'en vérité, ils vont négocier très prochainement pour faire quelque chose d'un peu plus sérieux. D'abord, l'évacuation des colonies, pour commencer, c'est la première chose. La sécurisation de la Palestine, parce que c'est la Palestine qui est en danger aujourd'hui. Et surtout, le fait d'avoir une économie palestinienne ne plus dépend du shekel. C'est intolérable. La monnaie du colon ne peut pas être la monnaie des Palestiniens. Tout cela doit être remis sur la table de négociation. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé et avec la défaite sécuritaire, je pense que la partie sioniste va commencer réellement et sérieusement à réfléchir, à négocier. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu des félaïnes. Demain, ils risquent d'avoir un État. Eh bien, très bien, parce que de toute façon, à aucun moment, comme je le disais, il n'est question de deux États. Et personne n'en parle, et personne n'évoque la question. Elle n'est même pas abordée dans les instances onusiennes. Alors, parlons d'instances onusiennes, justement, Ahmed Frassini. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de rejeter deux projets, il n'y a pas très longtemps, donc, il y a quelques heures, de résolution pour l'application du droit humanitaire aux populations palestiniennes, donc la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Donc vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont pressés justement d'aller vers une solution à deux États. Je pense que c'est carrément une chimère. Mais vous répétez qu'il n'y a personne qui parle de ça, mais je pense que non, mais c'est qu'elle est en train de proposer depuis déjà quelques jours. Il parle que de ça et il cherche des solutions. Il cherche des solutions temporaires et il cherche un prix vague. À gagner du temps. Oui, pour gagner du temps. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il donne aux Israéliens de gap de temps pour terminer l'opération ou donner la chance aux Israéliens pour gagner cette guerre quelque part ou trouver une victoire. Mais voilà, les Israéliens ils ne trouvent pas cette victoire et ils n'arrivent pas. Ils sont pas pensés, bien sûr, de trouver les otages à leur manière militaire qui n'a pas marché. Ils essayent de faire le ethnic cleansing, le nettoyage ethnique, que les Palestiniens quittent Gaza et ça n'a pas marché. Ils essayent de trouver des images où ils cassent vraiment le Hamas et voilà, après ça, il n'y aura pas de Hamas et ça ne marche pas. Et alors, c'est pour ça ils étaient obligés, bien sûr, de revenir vers les négociations. Mais quelles négociations? Maintenant, ils sont en train d'essayer de vider ces négociations de leur, une solution. Substance. Voilà, et rester sur de base des solutions temporaires et de petites images pour les Palestiniens et de grands pour les Israéliens. Malheureusement, c'est comme ça, mais le monde, il est toujours là. Le monde, il est toujours sur cette étape même de ne pas demander clairement d'arrêter cette guerre et de condamner les crimes de guerre soumis par les Israéliens contre les Palestiniens à Gaza. Ils ne veulent pas parler de la conséquence et de l'histoire de conflit. Ils ne parlent pas de ça. Aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment d'abord l'aide aux Palestiniens, comme d'habitude, je dis toujours, les Européens, ils n'arrêtent pas les crimes, mais après, ils envoient les tentes à la place des maisons bombardées. Oui. Et le loi internationale, normalement, c'est ou pour éviter la guerre ou les crimes avant ou après punir les criminels. Et ça ne marche pas dans les deux côtés maintenant pour l'instant pour les Palestiniens.
En tous les cas, c'est les Palestiniens qui en payent toujours le prix et qui en payent le plus lourd tribut. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Donc, est avec nous Ahmed Frassini, journaliste et président des clubs des Palestiniens. Et bien sûr, Gamal Abina, analyste des questions internationales. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.